Bonsoir, bonsoir à tous. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue à l'auditorium du Musée d'Orsay. Mon nom est Luc Bougnol-Lafont, je dirige le service culturel et l'auditorium du Musée d'Orsay. Je vous accueille au nom également de notre président Guy Cocheval, qui est avec nous ce soir, au terme d'une journée qui a été passionnante, stimulante, une longue journée d'études consacrée aux arts décoratifs de 1900 à 1940. Et nous avons souhaité, pour clôturer, je dirais emboîter cette soirée, un petit peu comme une cerise sur le gâteau, je crois que l'expression est à peu près la même en italien, accueillir, et nous sommes vraiment très heureux et très honorés, deux très grandes figures de l'architecture et du design italien, Gaetano Pesce et Alessandro Mendini. Et je les remercie vivement l'un et l'autre. Et Gaetano Pesce qui est arrivé ce matin même de New York pour passer la soirée avec nous. Donc c'est une grande chance. Et ce soir, nous avons également, pour animer cette rencontre, Gianpiero Bosoni, qui est professeur d'histoire de l'architecture et du design à l'École Polytechnique de Milan, et également Pierangelo Caramilla, qui est architecte et designer, et qui vient de traduire en français les écrits d'Alessandro Mendini aux Presses du Réel. D'ailleurs, je voulais vous signaler qu'à l'issue de cette rencontre, à la librairie qui est juste un étage plus haut, vous pourrez revoir Alessandro Mendini et surtout faire signer son livre. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Gianpiero. Merci beaucoup. Bonsoir. La giornata è stata dedicata alla lingua italiana per buona parte, quindi continuiamo con questa comunicazione in italiano. Ho il piacere, l'honneur vraiment d'être le modérateur ce soir avec deux protagonistes, maîtres à penser de l'histoire du design italien qui sont ici de ces dernières décennies, n'est-ce pas? Et maintenant, beaucoup ont été toujours présents avec de différentes contributions au fil du temps. Voilà, une petite introduction maintenant che ci riporta anche al tema della mostra Una modernità inquieta, le arti in Italia 1900-1940, les arts en Italie 1900-1940, et enfin una bellissima storia di questo percorso di rapporti tra il progetto e l'arte, le projet, l'art et le président du musée, M. Cocheval, qui bien évidemment a eu sempre sensibilità une grande sensibilité comme di portare anche a Parigi. Dico anche a Parigi perché, come lui ricorda nell'introduzione del catalogo, ho avuto il piacere di fare con lui un'altra mostra intitolata Il modo italiano, dove avevamo già affrontato molti di questi temi. Nel catalogo di questa mostra io ho portato un contributo soprattutto sulla parte degli ultimi 20 anni di quel periodo, dagli anni 20 agli anni 40, intitolato Il design come prophétie, la via italiana verso una modernità del disegno dell'oggetto utilitario. E questo titolo della profezia del design l'ho preso da un famoso testo della metà degli anni 30, scritto da Edoardo Persico, pubblicato su Casabella nel 1936, e che era un testo da lui espresso in una conferenza l'anno prima, nel 1935 a Torino, à Turin. Che doveva essere la traccia di un suo libro che si doveva chiamare C'était un livre qui devait s'appeler Au-delà de l'architecture. Et donc, avec ce concept-là, nous avons un signal, un message qui est important, que M. Persico donnait à toute une génération, Albini et d'autres, bien sûr, ses élèves, et puis aussi le monde de l'art en général et de la culture de ces années-là, pour pouvoir, somme toute, penser de dépasser la modernité, y compris au niveau international,
international avec une vision beaucoup plus critique et plus problématique aussi. Et grâce à cette prophétie, bien évidemment, c'était un signal d'une façon de considérer le design et ce parcours de façon différente. Voilà. Dans ce discours, en fait, eh bien, je traite différents thèmes. Ces thèmes, je souhaiterais vous en faire part pour solliciter aussi nos intervenants. Et puis, l'un, disons, des thèmes qui, à mon avis, est intéressant durant ce parcours, c'est l'invention typologique que les arts décoratifs et les objets de Carlo Bugatti et tous les autres, il y a vraiment un dépassement qui part de visions qui savent offrir de nouvelles idées, de nouvelles découvertes sur ces objets avec des matériaux, des technologies simples, certes, parfois, qui proviennent de la culture artisanale, et en les croisant avec une passion artistique très intense. Parmi ces approches d'innovation et d'invention typologique, nous avons beaucoup de prototypes d'expérience. En fait, le design italien va maintenir, d'ailleurs, même dans l'histoire la plus récente, y compris par rapport à l'industrie, un rapport, disons, de recherche, d'expérience qui aussi est important. Comment dirais-je, on a un rapport, et d'ailleurs c'est typiquement italien, aussi sensible au projet. Il y a toujours un conflit à ce moment-là et qui suscite un grand intérêt. Et puis on a toute une série de questions qui concernent les grands moments d'une histoire de ce laboratoire artisanal, c'est-à-dire un laboratoire qui est voulu, qui sait profiter des opportunités aussi avec les nouvelles techniques, et d'ailleurs du monde de la mécanique, l'histoire de l'aéronautique, on peut offrir des opportunités tout à fait passionnantes. Et puis d'un autre côté, nous avons ce croisement avec la recherche artistique. Il s'agit d'un monde, d'un laboratoire artisanal où souvent nous avons ces protagonistes qui sont à côté de la recherche. Et les deux chapitres très importants qui sont soulignés dans cette expo, eh bien, c'est la façon de voir la transformation de ce passage justement fondamental. Ce sont le futurisme d'un côté, où nous avons bien évidemment un geste romantique de destruction et de reconstruction ensuite de l'univers, et puis celui métaphysique qui suspend un jugement inquiétant, dirais-je, sur la force destructive du progrès, et qui se pose la question, c'est-à-dire combien la mémoire peut être dans cette position perdue. Donc voilà, ce sont ces deux scénarios qui partent toujours de très loin, mais qui, dans le projet, dans l'action, se croisent. Et on le voit dans beaucoup de projets de cette exposition, mais aussi on le voit beaucoup dans les projets contemporains. Voilà. Et puis le dernier point que je voudrais ici susciter et lancer, que l'on voit dans l'exposition et qui est important dans l'histoire italienne en particulier, avec les développements ultérieurs, eh bien, ça fait partie de tout ce qui concerne le savoir-faire italien. C'est-à-dire que durant ces années, on disait que Gio Ponti a pu adapter dans ses textes et je dirais faire vraiment sien, c'est-à-dire faire de chaque besoin une vertu, c'est-à-dire que c'est une façon de penser, avoir cette prépondérance, de savoir transformer les choses, même les plus simples, par le biais d'une culture de l'action qui est, somme toute, beau et intéressant. Donc voilà, je pense que dans tous ces cas, et puis bon, bien sûr, nous en avons d'autres, on a des aspects tout à fait fondamentaux qui ont pu se croiser, qui ont pu créer des événements importants. Et aussi dans l'exposition par rapport à Olivetti, je dirais que nous avons un autre monde qui est encore très intéressant, même si ça va au-delà de cette capacité visionnaire d'un monde entrepreneurial, de certains sujets. Et je pense que Gaetano Pesce et Alessandro Mendini peuvent aussi, ont eu le plaisir de créer et de participer à toutes ces histoires. Voilà. Je connais le travaux
les travaux de Gaetano Pesce. Je sais que c'est très intéressant, je sais qu'on a l'expérience de l'art, de ces groupes de recherche encore liés à une phase de l'art programmatique, cinétique. Bref, on a vraiment une passion d'aller au-delà. Et dans ce cas-là, en croisant l'école vénitienne de projet, de l'architecture, du design, et en effet, on avait entre autres parmi ces personnages qui sont présents, Rogers et d'autres, bref, vraiment un substrat intéressant. Et puis, on verra aussi ce qui se passe au niveau de l'industrie, y compris avec Cesare Cassina, et puis des superbes projets sur la confrontation avec la culture de l'action. Voilà. Alessandro Mendini a un autre parcours tout à fait riche, intéressant, où un autre personnage de l'exposition fondamentale, Gio Ponti, a pu être personaggio di riferimento che gli ha dato anche un passaggio famoso di testimone con la rivista Domus, qui vraiment grâce à la revue Domus a été aussi un passage important. Et monsieur Mendini a eu un rôle aussi fondamental dans l'histoire que nous connaissons comme radical design italien, c'est-à-dire en fin de compte quelque chose qui est un point de référence avec la revue Casabella et puis aussi d'autres projets de design, d'action, toujours en accompagnant de grands moments qui sont maintenant des points historiques comme le bureau Alchimia ou bien d'autres projets industriels. Voilà, je vais donc maintenant céder la parole à Alessandro Mendini. On a déjà présenté Pierangelo Caramia, qu'on va laisser pour la fin, pour un dialogue peut-être plus étroit avec Alessandro Mendini, parce qu'en fait, Eduardo a une très belle initiative d'avoir traduit en français, comme on l'a dit il y a un instant, ce livre, et disons que... Avec Catherine, eh bien, ils se sont occupés et donc de ceci et traduit tout ce recueil de textes de Alessandro Mendini. Voilà. Donc, de toutes ces idées que j'ai pu citer, n'est-ce pas, avec Gio Ponti aussi en référence, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de ton expérience, vu que voilà, tu as été un parcours aussi culturel de tous ces projets, de ces développements. Oui, tout à fait. Oui, bonsoir. Bene, qui si vede una sedia di Ici, Gio Ponti. on voit un objet de Gio Ponti que nous ne voyons pas, malheureusement. Voilà, donc il s'agit donc d'une chaise. Alors, j'ai eu un rapport avec Gio Ponti assez particulier, c'est-à-dire que je l'ai connu peu, et puis j'ai reçu un coup de fil à un certain moment de Pierre Restani, qui, au nom de Gio Ponti, me demandait d'être directeur de Domus. Et donc Ponti, c'était lui à l'époque, le directeur évidemment. Et donc il était devenu âgé, il n'avait plus envie d'être à la direction de ceci. C'était quelque chose de quand même de compliqué, difficile, c'est une revue complexe. Donc un jour du mois de novembre, il m'a invité chez lui, Monsieur Ponti, donc sa maison avec des meubles, enfin c'est sa maison avec tous ces meubles faits par lui-même évidemment. Et donc il était dans une couverture, enveloppé dans cette couverture sur l'un de ses fauteuils avec une petite table face à lui et une bouteille de champagne. Je me mets face à lui et il me dit nous allons faire un toast parce que je te confie Domus. Et je suis devenu ainsi le directeur de la revue. C'est un vrai passage de relais ici. Tu as vraiment pris le relais. Et donc oui, avec lui, j'ai eu des contacts au fil du temps, et puis le design italien m'a toujours passé un petit peu, à côté, parce que j'avais toujours eu comme point de référence la peinture. La peinture
di Sironi oppure di Carrà, di Morandi, De Chirico, specialmente di Savigno. Allora il mio immaginario, che poi si è tradotto in opere di design, cioè, diciamo in arte applicata, è mutuato dall'interesse per la pittura la pittura a olio fatta su tela, con quel meraviglioso sensazione dell'odore dell'olio sulla tela, l'odeur de l'huile sur la toile. E poi ho navigato attorno al design, j'ai voyagé autour du design, dentro, ma non so se completamente dentro, perché non so definirmi peut-être pas complètement à l'intérieur, parce que je ne sais pas si on peut me définir comme architecte, designer ou personne qui écrit. C'est un peu, je dirais, un labyrinthe dans lequel j'ai un peu de difficulté aussi à me retrouver. E quella sedia che abbiamo visto prima dans cet exemple de la chaise, c'est là où on peut appliquer poche protesi alla sedia di Ponti, peu de différence par rapport à la chaise de Ponti. En fait, on change les connotations, c'est-à-dire où comment dirais-je, les aspects principaux. On va le transformer, on va transformer l'énergie. Ici, d'ailleurs, on le voit avec les 3 boules ici en rouge que vous voyez, 3-4. Ce sont des projets que j'avais appelé de redesign. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui était existant, on a fait des modifications. Transformation de l'objet, ça c'est une chaise de Joe Colombo sur laquelle j'ai fait une marmorisation, donc e poi mi avvicinai a Gaetano Pesce. Avec Gaetano Pesce, je m'en suis rapproché. Di Hamelin, che et donc, du coup, chacun en fait était intéressé et le suivait, etc. Lui, ma lo dirà lui, aveva fatto una mini società, une petite société avec Cassina, che si chiamava Braccio di Ferro, Bras de Fer, che vuol dire braccio di ferro fra industria e design, considerati due personaggi parce que c'était des personnages qui doivent être en contradiction, en opposition, c'est-à-dire ils ont des objectifs totalement opposés. Bon, dans ce cadre, eh bien, en travaillant comme directeur de Casabella et donc en regroupant le persone che si occupavano del controdesign, del design radicale, ho fatto delle operazioni, des opérations, la nascita, la vita, la naissance, la vie, la mort violente d'un objet, par exemple, des objets. Ici, nous avons delle lampade di Marianne Brandt, de Marianne Brandt, Bauhaus, fatte in bronzo, qui ont été agrandis. Questa è una copertina di Casabella. Ça, c'est une couverture de Casabella où on voit la difficulté de l'urbanisme dans la gestion même des grands ensembles. Plus en avant, plus tard, on a eu ce fauteuil que j'ai fait de différentes dimensions d'ailleurs. Et là aussi, on a un autre exemple, c'est-à-dire un vieux fauteuil de la fin du XVIIIe, et j'ai superposé les détails d'un pré-Signac, et donc j'ai obtenu cet objet hybride qui n'est ni peinture, ni sculpture, ni design. C'est un art appliqué qui a un nom très particulier. Le fauteuil de Proust, c'est son nom en fait. Il a un nom particulier, ce fauteuil. Parce que les anecdotes infinies sur Proust, de Proust par rapport à la composition d'un roman, eh bien, c'est ce que je pense qui est vraiment ma méthodologie de travail. C'est-à-dire de procéder avec des anecdotes qui, eh bien, se succèdent, qui sont reprises les unes après les autres. Et ceci
aussi est tout à fait important. Et puis aussi d'autres projets ici que l'on voit au niveau de l'industrie, parce qu'ici ce sont des montres, 100 000 exemplaires. Et ce fauteuil est devenu avec plastique quelque chose, ils ont un fauteuil d'un coût limité, donc abordable. Alors, ici, une série d'images qui ont toujours des références. Attention, Malevich, Proust, puis Ponti tout à l'heure. On a eu le futurisme aussi. Et puis, on m'a amené aussi vers un intérêt particulier pour une vision d'objets anthropomorphiques, c'est-à-dire des objets qui me regardent. Ce n'est pas moi qui les regarde, c'est eux qui me regardent. Et de façon à établir un rapport dans ce regard, dans cet échange de regards. Et puis la miniaturisation. Encore un autre exemple, musée en Hollande, Groningen, donc c'est autre chose. Bon, c'est juste pour vous donner un petit peu cet aspect hétérogène de ma recherche qui de temps à autre tente d'aller au-delà du design italien et qui n'est pas forcément mathématique principale et fondamentale. Toujours le même musée en Hollande, à Groningen. C'est une œuvre collective, attention. J'avais invité Kofi Meblau, Frank Stella, Philippe Stark et Michele De Lucchi. Et ici, un autre travail avec Gaetano Pesce, avec une petite bibliothèque dans un pays italien. Donc une ville italienne, Sarnico, et Gaetano m'a proposé de travailler avec lui sur ce projet, n'est-ce pas? Et donc, du coup, j'ai fait tout ce qui concerne le sol et une partie aussi des décors, et lui, il s'est occupé de l'ensemble du système d'ameublement. Donc on a vraiment fait quelque chose d'intéressant dans un pays de pêcheurs. Quelque chose de vraiment particulier pour ce lieu. Quelque chose de très joyeux, de très gai. Alors, évidemment, avec Gaetano Pesce, les gens disent que c'est difficile de travailler. Mais nous, on travaille très bien ensemble, donc c'est pas vrai. Ici, un autre exemple de redesign, c'est-à-dire une chaise en zigzag, qui est une chaise froide, conceptuelle par définition, transformée en un symbole spirituel. Mon travail ensuite est bien sûr fait par des dessins qui pourraient être d'ailleurs la seule chose que je fais. Après, évidemment, je fais d'autres choses. Beaucoup d'exemples ici d'enquêtes calligraphiques. Ici, une chaise, une grande chaise en acier en miroir sur un pré. Et ici, une interprétation de Maurizio Cattelan en photographiant une seule jeune femme. Et puis le macro et le micro et macro, là c'est encore le jeu des proportions dans une église avec des mosaïques. On rentre donc à l'intérieur, attention, on a un grand Bouddha en mosaïque dorée et qui appartient à la fondation Cartier. Ici, une autre couverture de Casabella. Nous avons une carte postale achetée au musée d'histoire naturelle de New York.
Et le contre-design avait été une opération très importante qui, petit à petit, nous a amené vers le postmodernisme. Et ici, c'est une lampe que je viens de finir, d'achever, de faire en Corée. Donc, un produit industriel. Donc, ceci pour vous faire comprendre le bazar dans lequel je me meus, je bouge. Et donc, je dirais que beaucoup de ces images sont non seulement ce que tu as expliqué, c'est-à-dire des citations voulues sur l'histoire que nous avons ici dans notre musée en exposition, mais aussi beaucoup d'idées, n'est-ce pas, par rapport à cette préoccupation, non tanto, pas anche se nel tuo caso hai detto è stato importante di fare la ricerca artistica, ma di confrontarsi con delle questioni vissute sempre con questa tensione della qualità sur la qualité, la grande qualité de l'art, c'est-à-dire on s'attend à une qualité élevée. Et en fait, on a toujours aussi une hypothèse de travail, c'est-à-dire que, en fin de compte, on doit faire des suggestions qui donnent des idées. Et il est important de souligner que, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être que tout le monde ne l'a pas perçu, c'est-à-dire que ton travail de designer en tant que formation d'architecte que tu as, il y a toutes ces couvertures de Casabella où on a la volonté de créer des images symboliques d'impact très fort et de sens aussi. Eh bien, on fait en sorte que certains de ces objets qui naissaient comme sollicitation de thématiques critiques, eh bien, ensuite, en rencontrant un monde que Gaetano était en train de pratiquer avec, somme toute, beaucoup de producteurs, eh bien, ils se sont transférés dans ce secteur en devenant une table, d'autres objets, chaque chose expérimentale en fin de compte qui pouvait être une provocation et qui ont ouvert le débat et ouvert les routes des parcours à d'autres réalités industrielles et puis aussi beaucoup d'autres parcours des élèves, des formations culturelles. Alors Gaetano qui a été impliqué pas mal de fois aussi dans une série de passages, eh bien, quelle a été ta façon de se sentir partie prenante de cette histoire? Questo funziona? Sì. Alors, d'abord, je suis très content d'être ici avec Alessandro, que je ne voyais pas depuis beaucoup de temps, et que j'ai vu le mois dernier à Milan, et qu'on était de grands copains à un certain moment de notre vie, et que j'ai toujours respecté. Moi, je ne respecte pas beaucoup de choses, mais Alessandro, c'était quelqu'un qui avait une pensée très claire, comme vous avez vu, et que donc, comment dire, il m'a aidé, disons, à comprendre des choses que peut-être je vais vous expliquer tout à l'heure. Moi, je suis là un tout petit peu dans la confusion, que c'est très bien la confusion. Et donc, je vous parle d'une façon peut-être pas prévue. Moi, je voudrais vous dire une chose, que peut-être ça n'a rien à faire avec la raison pour laquelle on est ici. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Je pense que le design italien, que c'est ce phénomène d'une certaine façon très importante dans la culture contemporaine, a une raison qui provient, peut-être je dis rien de nouveau, du futurisme. Le futurisme, c'est rien d'autre que la célébration de la machine, du mouvement, du bruit, toutes les choses que vous savez. Et ce que j'ai pensé à un certain moment dans ma vie, et surtout dernièrement, je l'ai prouvé encore en allant visiter l'exposition qu'ils ont fait au Guggenheim à New York, je crois l'année dernière, sur le futurisme, je crois. Alors, j'ai vu que personne faisait référence au futurisme comme signal que l'art romantique était terminé, comme, je sais qu'ici il y a un spécialiste de Duchamp, comme préparation à quelqu'un comme Duchamp, qui a fait une chose extraordinaire
mettre ici à Paris, dans des galeries, des objets industriels, à part tous les lectures savantes qu'on fait, etc. Et que donc, moi, je pensais que le futurisme a préparé le design italien, que c'est un art lié à la production, c'est un art lié à la machine, c'est un art lié au mouvement et tout ce qu'on sait. L'âge industriel. Voilà. Et que donc, si vous voulez, les artistes qui sont venus après le futurisme, sont pas très intéressants. Moi, je trouve qu'ils sont absolument nuls. Comme Casorati, comme... qui c'è ancora? Casorati, tous les autres. Cara, qui fait les marines romantiques, etc. Et qui n'inventent rien. C'est-à-dire, l'art qui prétend démontrer, il n'a rien de nouveau par rapport à Goya, que c'est un immense. Donc, il peigne de la même façon, et la peinture à l'huile, des sujets banals, etc. Mais les grands artistes, en effet, de l'époque, ne sont pas les artistes, mais sont ceux qui ont compris la leçon du futurisme et ils ont décidé de devenir des nouveaux artistes. Et donc, ils choisissent des métiers qui ne sont pas célébrés comme métiers d'art, mais d'art appliqué. Connerie, parce que finalement, eux sont les vrais artistes de l'époque. Et je dirais qu'il y en a beaucoup, moi je ne sais pas les noms, mais vous pouvez aller les voir. Il y a des graphic designers qui font des choses extraordinaires. Moi, je me souviens, par exemple, une publicité du crayon Fila, où il y a un monsieur avec des cheveux qui sont des crayons. Superbe. Ça donne l'idée de la puissance et de la volonté de vouloir faire. Elsa Schiaparelli. Ce n'est pas n'importe qui, c'est beaucoup plus important que les artistes, comment il s'appelle, ce que j'ai dit il y a un moment. Casorati, mais il y en a d'autres. Ce ne sont des altri, non? Morin, oui, Morin. Mais pour l'amour du ciel, je suis allé à Bologne dernièrement voir une exposition pas mal de, je sais pas moi, de Giotto a Morandi. Giotto a Morandi, pour l'amour du ciel. Giotto, j'adore deux choses comme ça. Pour être plus Morandi, pour être plus clair, De Chirico et Savigno, c'est la même chose aussi? Non, là, je suis d'accord avec lui parce que De Chirico et son frère sont des gens qui intriguent beaucoup. Donc là, c'est pas Casorati, voilà. C'est quelqu'un qui a... Et justement, les surréalistes ont fait quelque chose de très correct, de mettre De Chirico dans les comment il s'appelle, les paradis des poètes, les paradis, etc. etc. Mais De Chirico n'est pas très... Il n'était pas content, mais c'est pas grave. C'est que c'est important de regarder la Schiaparelli, ce qu'elle fait comme mode, c'est-à-dire un art appliqué que ça devient de l'art. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, très très vite. Si vous voulez, réfléchissez sur ça, si vous avez envie de le faire. Mais ça, c'est la raison pour laquelle l'art italien a débouché dans quelque chose que personne d'autre avait. Que c'est donc, on arrive à avoir des gens comme Nizzoli, un sculpteur, mais un sculpteur pas de la pierre, pas les sculpteurs du métal, pas les sculpteurs du verre, pas les sculpteurs traditionnels, mais ils s'expriment avec une machine à écrire. Donc là, il y a vraiment une ouverture extraordinaire sur les moyens de l'art. Et moi, je suis convaincu, et ça fait 40, 50 ans que je parle de ça, que si le design, un jour, est capable d'interpréter deux fonctions, celle pratique et celle, disons, avoir un contenu, que ça peut être des genres philosophiques, religieux, politiques, etc.,
alors là, il y a l'art. Parce que l'art, dans le passé, avant la photo, était toujours pratique. Parce que la fille qui a marié le duc de Mantoue, qui s'appelait Isabelle d'Este, elle avait 17 ans. Elle a demandé à Mantegna, grand artiste, de faire les portraits d'elle. Et donc, lui, il a travaillé 3 mois, il prend avec elle, tout le monde va au palais à porter les portraits, et elle dit, 17 ans, hein, elle dit, ça ne me ressemble pas. Dehors. Donc, Mantegna, plein de rage, il casse les portraits. Mais ça, je vous raconte cette histoire, pourquoi? Parce que l'art, elle devait être utile. Et utile, à l'époque, ça veut dire faire une photo. Il n'y avait pas la photographie. Donc, voilà. Ou bien quelqu'un qui fait un voyage dans un pays où personne de sa famille a vu ce pays, il faut avoir quelqu'un comme Guardi qui fait un paysage de la lagune de Venise pour la montrer à la reine d'Angleterre, par exemple. Etc., etc. Ça pour dire qu'à une certaine époque, l'art avait une fonction. Michel-Ange fait le jugement universel pour montrer que si on ne respecte pas les dogmes de l'Église, on va à l'enfer. Donc il y a une fonction pratique. Après, vu que Michel-Ange c'est un artiste, alors il y a aussi l'art. Donc il y a les deux choses, la pratique et la non pratique. Voilà. Moi, ils m'ont dit de montrer ce que je fais aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si je dois le faire, mais de toute façon, je pourrais vous le dire avec 2 mots, comme ça, je donne la possibilité à d'autres de parler. Il y a une photo que je fais, que c'est sur il y a presque demi-siècle, sur le problème de la femme qui souffre dans le monde entier, pas seulement il y a un demi-siècle, mais aujourd'hui encore. Et que donc, c'est une image d'une femme avec une boule au pied, et ça souvient les prisonniers. Voilà, ça c'est une chose. L'autre chose que je pourrais vous montrer, mais ce n'est pas la peine, c'est que je fais une série de tables pour une galerie de Londres, 6 tables sur le commentaire sur l'eau. Alors, il y a de l'eau qui est encore vivante et pure, que c'est l'océan. Il y en a d'autres où l'eau est polluée, la lagune de Venise, etc. Là où on met les pieds quand il pleut, comment ça s'appelle? Pozzanghera, je ne sais pas comment. Plaque d'eau, etc. Donc il y a des tables, une série de tables où on peut utiliser les tables, mais en même temps, c'est un commentaire. On voit que la table parle de pollution. Voilà. Donc le design, à un certain moment, devient aussi commentaire politique. Et puis, il y a une autre chose que je voulais vous montrer, que c'est... Ah oui, c'est un travail que je fais maintenant, et c'est quelque chose que j'aime mettre à Paris, parce que c'est un commentaire sur égalité, fraternité, et l'autre chose, qu'est-ce que c'est Liberté. Ah, liberté. Alors, le temps est passé, et je crois qu'aujourd'hui, d'égalité... on ne peut plus parler d'égalité. Notre époque, elle est belle parce qu'elle est comme l'eau. Elle bouge, elle monte, et les valeurs descendent, ils disparaissent, ils reviennent. C'est comme les ondes de la mer. Et donc, on ne peut pas parler d'égalité. Nous, ici, on est tous différents. Et donc, j'ai fait un projet dernièrement, que je suis en cours de le faire, où j'ai pris la typologie de la chaise empilable, que c'est le prototype de la standardisation, où toutes les chaises sont tous les mêmes. Et j'ai trouvé un système pour faire que le chaises sono empilables, ma chaque chaise è differente. Gaetano, posso intervenire anche perché poi magari ce le mostri queste cose, ma su questo tema
magari una domanda che vale poi anche per Alessandro. Ça, c'est une question. Après, tu nous feras voir tout ceci. Mais j'ai une question. Tu nous parles de la fonction qui justifie toutes les expressions humaines dans l'art, en particulier. Legata a questo fatto di servire a qualcosa. L'art a été fortement lié justement à sa valeur pratique. Mais quel est le rapport réel entre la raison pratique et celle philosophique, politique, dans ton travail? Il me semble que ton travail, très souvent, selon la vision de nombreuses personnes, recueille la dimension extrême du langage, par exemple dans le cas des tables. Comment tu interprètes ce sens de la culture du projet qui exprime une forme de ton époque, qui marque ton époque d'une certaine façon? C'est une dimension, un peu selon ce que tu disais avant, qui justifierait un design un peu banal s'il n'avait qu'une fonction. Donc je pense que Alessandro aussi a dit quelque chose sur cette question. Mais si tu pouvais nous raconter de comment tu te déplaces dans ce parcours justement d'un aspect à l'autre. Je dirais que je ne me pose pas la question. Disons, ce que ça m'arrive de penser, je le fais sans trop demander si les deux parties de la double fonction de l'œuvre, pratique et non pratique, dans quel pourcentage ils sont, etc. Non, je ne me pose pas du tout la question. C'est que moi, ce qui me préoccupe, c'est l'expérience innovante. Voilà, chose que je m'ennuie très facilement vers moi-même et vers mon travail. Donc, j'essaie de faire des choses qui ne me provoquent pas la nuit, parce que ça, alors la prochaine étape, c'est la dépression, donc j'essaie de ne pas... Alors, à toute vitesse, si je peux, voilà, parce que voilà, vous voyez, là, il y a des choses graphiques, là, il y a ce qui apparaît, est formidable, voilà, et allez, ah oui, Casorati, voilà, regardez, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Hein? Je ne sais pas, c'est mon assistante qui a fait ça, mais de toute façon, ce n'est pas très intéressant. Voilà. Ecco, Nizzoli. C'est une sculpture, non? Lettre 22, je crois qu'elle s'appelle. Hein? Donc, voilà la chaise que je vous ai dit, qu'elle avait cette qualité aussi technologique d'être emballée sous vide quand on ouvrait l'emballage et montait comme ça. Voilà, les tables. Voilà. La lagune de Venise, vous voyez les bricolets, que c'est là où les bateaux ils doivent passer parce que sinon ils vont toucher la terre, et que quand on a besoin de la table vide, on peut les enlever. Voilà. Il y a à un certain moment des petites choses qui montrent... Voilà, ça c'est l'océan. Si on regarde bien d'en haut, c'est comme voir l'océan de l'avion. Et donc, on voit qu'à un certain moment, il y a une toute petite plage qui nous dit que c'est de l'eau. Et je l'ai fait avec un système... Donc, la surface, elle est un tout petit peu comme si c'était des vagues. Voilà. Mais on continue. Ah, voilà, ici, vous voyez la plage, un tout petit peu. Voilà. Là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Ah oui, ça, c'est les ponts. Comment on dit les ponts? Les temps. Alors, les temps... il est vraiment pollué. Et si on regarde bien au centre, il y a même un vieux pneu de camion que quelqu'un a jeté, et il est au fond de l'eau. Et donc on le voit là, pour dire que vraiment les gens, nous, on respecte pas l'eau, et c'est très important. Voilà. Donc il y a une toute petite île, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Ah oui, c'est la structure, voilà, mais voilà. Voilà, ça c'est le plaque d'eau. Là. Ah, et voilà. Donc, vous voyez les chaises, chacun a un caractère, comme chacun de nous. Et donc voilà, le visage. Mais ce que c'est intéressant, c'est qu'en effet, il y a un seul moule pour les chaises qui sont différentes. Ça, c'était intéressant comme recherche que je suis arrivé à faire. Donc voilà, quand on est
à une chaise sur l'autre, c'est comme quand on s'embrasse entre nous les uns sur les autres, et donc on est des corps différents. Voilà. Voilà. Fini. Alessandro, tu rispetto a questo Alessandro, toi, par rapport à cette façon de voir le projet aujourd'hui, ton projet aujourd'hui, d'en rendre la contemporanéité, je voulais dire aussi la production. Sa production, donc ce fait d'être un designer implique inévitablement sur différents niveaux, avec différents choix, d'être lié à quelqu'un qui peut réaliser ces projets, ces exemplaires. Dans la vieille logique, donc dans la production industrielle de grand nombre. Vous avez eu des expériences d'objets que nous avons vus qui ont été produits en grand nombre, même des objets très suggestifs et poétiques, comme par exemple le tire-bouchon que nous avons vu avant. Et puis d'autres expériences, par contre, qui vous ont vu comme protagonistes de stratégie industrielle, comme la Swatch, justement, que nous avons vu, et puis d'autres noms. Mais vous avez toujours gardé ce profil de prototype, de recherche. Ce thème de la fonction et de la recherche, donc, moi... oui, bon, je dois dire que j'aime beaucoup Casorati, personnellement. Je l'aime beaucoup. Et donc, bon, on commence déjà de là. Oui. Si, perché parce que mi piacciono molto le cose che non servono a niente. Les choses qui ne servent à rien. Au contraire de mon ami. Et je trouve que il est juste qu'il y ait des choses au monde qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas de fonction pratique. Et cet art moderne de ce genre-là est justement finalisé uniquement au geste poétique. Et la poésie non plus n'a pas de fonction, à moins qu'elle ne soit politique ou sociale. Mais en général, la poésie n'a pas de fonction. Et pourtant, elle est belle. Et je crois que pour l'humanité, il est très important qu'il existe des choses qui ne sont pas utiles. Et je me trouve écrasée par le fait, je suis fatiguée de travailler toujours sur les choses utiles. Et j'aimerais un jour me mettre à travailler sur des choses justement qui ne le sont pas. Parce que cette attention continue sur ce problème de l'eau, par exemple. Appoggiata sulla tipologia dei tavoli. Appuyée sur la typologie des tables. Je la trouve un peu... che potresti non fare i tavoli. Je trouve qu'en fait, tu pourrais ne pas faire de table. Tu pourrais simplement faire ce problème d'eau. Réaliser de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit une table? Vous avez compris ce qu'il a demandé. Quel besoin y a-t-il d'affronter le problème à travers des tables? Je dirais ça. La table, c'est un objet qu'on utilise sans nous faire penser. Par contre, si la table a un message à dire, je crois que c'est un tout petit progrès. Et donc, oh, pardon. Je dois répéter ou non? Donc, c'est ça la chose. Par exemple, je ne suis pas d'accord sur la poésie qui est inutile. Dernièrement, j'ai relu Ezra Pound, le Cantos Pisanos, et c'est une très grande poésie, très utile à comprendre la souffrance, ou bien la Divina Commedia. C'est très pratique parce qu'elle nous met en face de certains commentaires sur la indole, sur la nature humaine. Et je peux vous dire une chose. Par exemple, les gens qui ont envie, excuse Alessandro, moi je vais m'élargir maintenant, les gens qui ont envie, ils sont au purgatorio.
Comment on dit purgatoire en français? Je ne sais pas. Purgatoire. Et alors, ils sont dans la merde jusqu'ici, les condamnés. Cette matière, elle est liquide. Donc la règle, c'est que personne bouge. Parce que dès qu'on bouge, on fait une onde et la merde nous rentre dans la bouche. Donc, règle, c'est ne pas bouger. Et c'est une image formidable pour certains politiciens. Donc voilà, cette poésie a un miroir sur la réalité. Et jamais il faut prendre les fenêtres pour des miroirs. Ou c'est le contraire. Non, il faut jamais prendre les miroirs pour des fenêtres. Ou vice-versa. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier de regarder la réalité. Parce qu'elle nous apprend beaucoup. Et donc la poésie qui fait un commentaire sur la réalité, c'est une façon de nous réveiller quand on est en train de dormir. Je ne sais pas si... Voilà, donc la table, pour moi, c'est un moyen de pas seulement utiliser et manger, faire ce qu'on doit faire, mais aussi pousser à penser. Voilà. Peut-être c'est inutile. Peut-être c'est inutile. Alors, c'est utile. Pardon. Beh, forse è una questione veramente di quelle cruciali nella Il s'agit peut-être d'une question cruciale de l'histoire de la philosophie qui s'est occupée de l'esthétique, de la question de l'art utile ou non utile, sur la valeur de la contemplation de l'art comme valeur utile ou pas. Et donc sans doute la question est celle de reconnaître si parmi nous des artistes ont donné une contribution utile à l'art afin de nous donner quelque chose qui nous touche de l'intérieur et qui nous oblige à réfléchir et à nous émouvoir. Mais j'ai l'impression que la question soit aussi de réfléchir si le design, et heureusement vous le représentez très bien comme en tant qu'attitude, qui nous oblige à réfléchir. Il s'agit d'un métier, celui du design, donc d'analyse et de critique, en tout cas, qui dans certains cas peut même se définir politique, de la vie, de l'habitation, de l'occupation d'un lieu. Et donc vous réalisez des objets qui à des personnes peuvent apparaître inutiles parce que trop chargés de messages, et pour vous, par contre, ce message est justement ce qui rend cet objet particulièrement utile, parce que non seulement on veut l'utiliser, mais il vous parle aussi. Donc c'est un objet en même temps pratique et de communication. Et donc c'est une un croisement de fonctions et de façon de raisonner, d'approcher la question. Oui, il s'agit d'une question extrêmement longue à affronter, et quand il parle de poésie qui a son message, qui contient son message, à mon avis, il est intéressant aussi de se trouver devant une œuvre qui manque de message, qui ne contient pas de message. Mais bon, là, ce n'est pas le lieu pour approfondir cette thématique. Son travail est extrêmement intéressant, c'est clair. On a travaillé ensemble, je l'ai toujours admiré pour son travail. Et puis, il est... il réussit à rejoindre des résultats poétiques tout en partant de situations d'angoisse. Et j'admire aussi cette capacité, le fait de devoir sauver les choses, les situations. Je trouve ça très important. Trovo bello sottolineare con questi discorsi che abbiamo fatto oui, moi je trouve important souligner que gli argomenti non si fermano agli oggetti, que les arguments ne s'arrêtent pas aux objets, mais ne sont qu'un point de départ pour affronter les questions. È bello ricordarlo, visto che ci sono molti giovani qua. J'aime aussi rappeler aux jeunes qui sont présents ici, et je le dis souvent aussi durant mes cours, progettare non è fare un bel projet, oggettino, ma ce n'est pas seulement réaliser un bel
bel objet, mais de réaliser quelque chose qui a une utilité dans le sens large du terme, pas seulement du point de vue pratique, mais aussi comme une forme d'utilité culturelle, temporelle. Et ça, je l'ai appris de mon maître, que vous connaissez bien parce que c'est un grand maître, qui disait que le projet est un acte de guerre. C'est quelque chose qui transforme le monde. Et donc, elle contient une responsabilité. À chaque fois qu'on affronte un projet, qu'on développe un projet, on développe sa responsabilité vis-à-vis du monde. Et donc, quand l'art italien a eu ses saisons meilleures, les meilleures, il a eu des moments très heureux, j'espère qu'il en aura encore. Mais l'art italien réussissait à surprendre. Et ça, c'est vraiment fondamental. Surtout pour les visionnaires, les entrepreneurs visionnaires, par exemple, réussissent à donner à leur projet une valeur intéressante et capable de cueillir ce genre de conditions. Et moi, je voyais ça aussi dans l'exposition, dans de nombreuses situations. J'ai déjà cité Olivetti, par exemple. C'est intéressant. Vous avez eu une expérience très profonde du point de vue personnel aussi, avec Cassino. En effet, le design italien, il n'est pas fait seulement par les créateurs, il est fait par les industriels et par les gens qui prennent les produits dans l'industrie et ils vont la communiquer, soit dit les représentants qui vont dans les magasins et disent acheter ça parce que c'est intéressant, c'est innovant, ça parle de ça, etc. Donc le design italien n'est pas fait seulement par les soit dit créateurs, mais justement Cassina. C'était un grand personnage qui avait fait la troisième élémentaire. C'était quelqu'un qui n'était pas à l'école, d'une certaine façon. Mais il avait une vision très claire, très limpide du futur. Et ce qu'il voulait faire, c'est lui qui, un jour, il est venu, je ne sais pas où, peut-être ici, à Rue de Sèvres, voir les Corbusier, demander les projets, parce qu'ils étaient morts, les choses qu'il avait fait avec la femme de maintenant. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle, la femme... Charlotte Perriand, excusez-moi. Alors, Gavina, un autre, Floss, ce sont des gens... Et en effet, regardez ce qui se passe en Italie d'une certaine façon, parce que certains créateurs qui sont dans d'autres pays, ils sont obligés, s'ils ont de l'innovation, d'aller en Italie, parce qu'en Italie, ils trouvent l'industriel qui accepte la nouveauté. Et ça prend un tout petit peu, si vous voulez, ça reprend la tradition des villes républiques du passé, l'Italie quand elle était séparée dans des différents petits territoires, et que donc chaque ville avait un défi avec les autres, de faire mieux que les autres. Donc Venise devait faire mieux que Milan, Milan devait faire mieux que Rome, etc. Et les industriels italiens sont un peu comme ça. Ils ont l'amour, ils avaient peut-être encore l'amour pour les défis, de montrer qu'ils faisaient des choses mieux que les collègues. Et ce sont des gens qui ont curiosité, ils s'ouvrent à la nouveauté, etc. Donc, ça pour dire que ce n'est pas seulement une question de qui fait la tradition de faire les dessins, etc. Moi, je pense, voilà, je jette une pierre depuis 50 ans, que le futur de l'art, ça a à faire avec les lieux de production, la technologie innovante, etc. C'est-à-dire que l'art romantique est vraiment terminé avec Picasso, que c'est le dernier artiste romantique. Les grands artistes du 19e siècle, il y en a deux, à mon façon de voir, c'est Duchamp et Warhol, qui ont ouvert Duchamp avec ce qu'il a fait. Warhol, ce qu'il a fait, pas avec ce qu'il faisait, mais comment il le faisait. Et donc, ils ont ouvert des possibilités énormes. Et voilà. Giampiero, il a dit à un certain moment que le design continue à... Bien sûr,
les designs, c'est une chose. Quand on parle de design, c'est innovation. Si on parle de redesign, c'est une autre chose. Alors, je regrette de voir qu'il y a encore beaucoup de jeunes et ils font du design comme on a fait le mouvement moderne. Justement, Alessandro, c'était un protagoniste de ce qu'on dit le radical design, qui voulait faire une critique à le mouvement moderne. Justement, la critique était faite, mais la proposition n'est pas arrivée encore. Et les jeunes, aujourd'hui, font des choses qui sont tout à fait conservatrices. Et là, je regrette un peu. Je pense que les écoles ont... Bon, moi, je termine. Les écoles... L'école, c'est toujours le problème. Voilà. La question ouverte. Un'ultima, no, adesso mi sembra che siamo anche arrivati negli orari che abbiamo previsto. Passerei la parola a Alessandro, ma più che altro anche per introdurre quell'interessante lavoro che avete fatto di portare in lingua francese. Mettre en langue française, de traduire, quoi. Sì. Però io farei questo che fa parte un po' della presentazione. Ça fait partie un petit peu de l'ensemble et puis après anche sicuramente tu pourras intervenir. Tempo. Difatti chiudiamo anche proprio per lasciare donc, il en fait, tempo nous avons a domande. aussi Questo le temps è il lavoro che magari questions. presentiamo un attimo, forse con qualche peut-être ici maintenant des éléments se vuoi raccontare, perché è un lavoro molto lungo di restituzione in francese di un grandissimo lavoro di raccolta di testi. Allora io ho sempre scritto, j'ai toujours écrit, commenti, fait des commentaires, poesie, des poésies autour al lavoro che faccio, du travail pensieri. que je fais, c'est-à-dire des pensées que j'ai. Anche professionalmente, nel senso che et ceci aussi ho diretto au niveau 3 riviste di design italiane, primo au niveau, Casabella per 5 anni, poi un'altra rivista piccola che si chiamava Modo et puis aussi d'autres revues per 5 anni e poi Domus per 5 anni. Pendant 5 cioè per 15 anni io 15 ans, en fin de ho fatto j'ai fait il 70% del mio tempo era lavorare sulla rivista. J'ai passé 70% e ho de mon temps sur cette revue. Una grande quantità di scritti che sono usciti in un mio libro. D'écrits qui ont été publiés dans adesso œuvre, ne esce un altro. Maintenant on en a une autre. Io in genere donc scrivo en di fin de domenica, compte, j'écris le dimanche normalement. Perché è il momento libero parce que c'est le moment libre, possibilità di cambiare il registro alla testa. Pour changer le registre dans notre tête, en fait. Et donc, Catherine Gell, le professeur qui à l'époque enseignait à Rennes. Et il mio amico Pierangelo Caramia, qui est un architecte à Paris, donc, eh bien, ils ont pensé de traduire ces textes en français. Voilà. Io li ammiro perché hanno fatto una fatica terribile. Et je les admire parce que vraiment, ça a été très intéressant. Et moi, j'ai un sens de culpabilité très élevé, mais néanmoins, le livre est celui-ci. E gli sono molto grato je lui perché en sais gré nel parlare parce con loro que anche en parlant avec eux mi aussi des traductions, ils m'ont fait faire des raisonnements sur mon travail, mon œuvre. Et maintenant, Pierangelo Caramia va vous en toucher un mot. Oui, bonsoir. Donc, comme Alessandro dit, c'est un travail qu'on a fait moi et Catherine Gell ici présente, parce que tout simplement, il n'y avait pas beaucoup de textes traduits d'Alessandro en français. Et comme vous savez probablement, écrire pour Alessandro, les mots, ce sont des matériaux de construction, comme le béton, le verre. Voilà, il fait de l'architecture, il fait du projet en écrivant. Donc on a fait ce travail très minutieux, moi et Catherine, pendant longtemps, parce que les textes d'Alessandro sont vraiment vertigineux. Il y a la liste, il y a la poésie, il y a l'essai, il y a un esprit aristocratique, un esprit populaire, il y a du cynisme, il y a du romanticisme, il y a du beau, il y a du laid, il y a de l'humour, etc. Donc,
C'est une approche, et après je vais lire 2-3 choses vite fait, si on a le temps. C'est une approche que je dirais holistique, dans le sens que chez lui, ce qui est important, c'est le système général, pas l'élément un par un, mais les enchevêtrements entre les éléments d'un système. Et donc c'est une approche qui est, avec Catherine, on l'a défini une sorte de cosmogonie, et qui Alessandro a mis en place grâce à sa générosité, sa curiosité. Lui, comme vous savez, il a dirigé pendant longtemps des revues. C'est un grand fédérateur qui détectait des phénomènes périphériques ou des phénomènes moins périphériques, et il donnait la parole publique à des phénomènes, des expérimentations qu'il n'aurait jamais eues si Mendini n'aurait pas ouvert certaines portes pour créer cette pollinisation croisée des langages qui est la manière d'évoluer. Et du fait qu'on voit seulement ce qu'on sait, et le fait de penser, de lire, je parle aux étudiants, mais à toute personne intéressée à ces choses, le fait d'avoir une vision permet de voir des choses parce qu'on sait. Parce que si on ne sait pas, on ne les voit pas. Voilà, tout simplement. Donc je vais lire deux petites choses parce que je ne sais pas si le timing nous permet, que j'ai un peu sélectionné avec Alessandro. Je vais vous lire un texte de 1972. J'ai choisi des textes qui ne sont pas longs. Hein. Ça s'appelle « Le temps des loups ». Qui sait s'il fait soleil, s'il pleut ou si le vent souffle? Tu es un urbain. Ces choses, tu ne les connais pas. Ta réactivité animale est éteinte depuis longtemps. Air, eau, feu ne sont pas pour toi des gouffres primordiaux. Ce sont seulement des scènes archéologiques visitées comme par un touriste, pendant le temps non occupé, le temps dit libre. Avec ennui et une certaine gêne physique et intellectuelle, l'hydroglisseur vous amènera vers le mystérieux coucher du soleil du lac de Côme. Départ 19h15. Retour prévu avant 19h45. Tu n'es plus un homme, tu es seulement indisponible, ou mieux encore seulement une marchandise, un produit de la nature ou de l'industrie en tant qu'objet de commerce. Ordinaire, fin, raffiné, venant de l'étranger, national, de luxe, de très mauvaise qualité, d'une provenance suspecte, frauduleux, de contrebande. Alors tu es un esclave de l'époque de la science-fiction. Tu as un coût et tu dois produire des choses qui correspondent à des fractions de ton coût. La consommation continue de ton énergie est la condition de la consommation sans fin des choses que tu crées. L'urbain ne s'isole plus sous la montagne, comme l'homme biblique, pour en revenir avec la sagesse. Essaye de te dire, aujourd'hui, je suis très occupé parce que je vais sous la montagne de Côme pour regarder le lac de là-haut. Malheur à toi si tu dévoiles le rituel de tes zones d'ombre. Par contre, aujourd'hui, je suis très occupé car je vais à Côme remplir les formalités du permis de construire. Là, c'est bon. Une fois exclu le vrai jeu, voilà les pseudo-problèmes. Le sophisme bref, superflu et complice. Mais il faut organiser la fuite en dehors des pseudo-idées. L'occasion est rare, mais elle vient. C'est souvent la douleur qui, par chance, en est la cause. Le fait est que le moment du déséquilibre arrive d'un trouble qui altère automatiquement, dans la mécanique mentale usuelle, l'échelle complice des valeurs et tu te retrouves à penser au ralenti. C'est une aventure essentielle. C'est la seule façon aujourd'hui de te rencontrer petit à petit. Sinon, tu t'aperçois un jour que le gardien de l'immeuble te montre du doigt comme cette espèce de mort que depuis plusieurs années vit au premier étage via Yann 15 à Milan. Voilà.
Grazie. Anzi, magari diciamo che poi in libreria ci sarà, volendo, un incontro. Oui, à la librairie du musée, il y a une rencontre avec Alessandro, avec les livres, avec une signature, si vous voulez. Voilà, tout à l'heure, il y aura ça. Et avec un vase de Gaetano. Avec un vase de Gaetano ensemble. Beh, facciamo davvero adesso che spero qualcuno abbia delle domande per questi ouvrir le débat. Peut-être y a-t-il des questions pour nos protagonistes qui sont ici, et donc peut-être quelqu'un veut intervenir. Les thèmes que nous avons proposés, qu'ils ont proposés notre designer ici. Là en question. Bonjour. Vous dites que la réponse au modernisme n'est pas arrivée. Est-ce que vous pouvez préciser Oui. J'ai noté ça, mais bon. Un moment, vous parlez du design contemporain et vous dites que, selon vous, la réponse au modernisme, au mouvement moderniste, n'est pas encore arrivée, n'est pas... J'ai mal compris. Oui. C'est intéressant. Si j'ai fait la bonne interprétation, c'est intéressant. Elle n'est pas arrivée. Parce qu'à un certain moment de l'histoire, il y a eu le postmoderne qui est arrivé avec un architecte qui s'appelait De Rome, comment si chiamava? Portoghesi, qu'ils ont fait à la Biennale de Venise la Strada Novissima, avec le retour au passé, l'architecte est libre de reprendre les styles à hasard et faire un mélange, etc. Et ça, c'était une catastrophe. Là, c'est vraiment, je ne sais pas si Alessandro est d'accord sur ça, mais ça, pour moi, c'est vraiment se casser les pieds, ne pas marcher en avant, etc. Donc, le mouvement moderne reste quelque chose de très, très bien pensé. Et nous, finalement, si on regarde l'architecture dans le monde entier, aujourd'hui, la plupart de l'architecture, c'est de la décoration, que c'est le pire qu'on puisse dire. En italien, il y a ce mot pour différencier l'architecture de quelque chose d'utile et banal, etc., qui s'appelle edilizia. Et ça, en français, c'est bâtiment. Bâtiment, c'est une chose, l'architecture, c'est une autre. L'architecture, c'est une invention, une découverte technique, une découverte des langages et une découverte des façons de faire, des matériaux nouveaux, etc. Et il y en a sont très rares les choses comme ça. Alors, Bacha, tout à l'heure, m'a montré un article sur Le Monde qui dit que Le Corbusier était un fasciste. Écoutez, mais c'est la fin du monde. Ça, ce type-là, c'était un type qui a cherché le progrès. Donc, comment on peut dire que c'est un fasciste? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a tellement peu de choses à dire de réel et nécessaire qu'on dit des conneries. Comment dire des fascistes à Le Corbusier? Ça, c'est incroyable. Il a fait, avec Mies van der Rohe et avec d'autres, quelque chose qui encore aujourd'hui, c'est difficile à dépasser. La fondation qu'il y a de guerre ici, c'est un pas en avant. Mais c'est très rare, parce que toutes les autres choses... Si vous passez... Là, je fais une conférence à Londres, à Royal College, j'ai demandé aux Anglais, quelle est votre relation entre les suppositoires et votre identité? Alors, ça, ils étaient là. Mais Foster, il n'a pas fait un suppositoire. Comment il a pu représenter l'identité anglaise en faisant une chose qui est encore une fois de l'abstraction? C'est-à-dire de la décoration, finalement, parce que c'est de la cosmétique, etc., etc. Donc, à la prochaine occasion, à Paris, on va développer ces sujets que je ne vais pas continuer, mais voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, voilà, très bien, merci. Nous avons d'autres questions?
Pesce ha anche coinvolto Mendini, Mendini et puis d'autres. Vous m'entendez? Oui. Je voulais, alors je ne parle pas d'un Italien, mais quel est votre rapport avec quelqu'un comme William Morris? Puisqu'on parle de l'art et de la fonction. Et de C'est à moi la question? Alors, pas moi. Moi, je suis... William Morris. William Morris. Vous voyez que c'est Gaëtan. Très bien. Il a eu la possibilité d'ouvrir une expression nouvelle que c'était le début du design, la beauté dans l'objet ordinaire. Et donc, très utile. Aujourd'hui, non, parce que la beauté, il n'y en a pas une seule, il y a des millions de beautés. Chacun de nous a une idée de beauté, plus ou moins. Je veux sentir Mendini parce que le thème de la recherche des arts, des arts and crafts, il est plusieurs fois retourné dans le thème du design, celle de faire une réflexion sur les questions, qu'on dirait, basilaires. Sì, Morris è stato molto importante. Tout à fait. Morris est très important. Et d'ailleurs, l'histoire anglaise ha avuto uno sviluppo un développement anche il design aussi au niveau verso la tecnologia, design et aussi vers la technologie, qui est passé à côté du Bauhaus. E pertanto c'è stata una specie di qui a été une sorte d'évolution sans révolution. E l'interesse, secondo me, di Morris, che poi non è solo lui, ma è un gruppo di lavoro de lui, mais d'un groupe de travail articulé, è di avere prodotto industrialmente la decorazione de façon industrielle. La decorazione, secondo me, è un fatto molto importante di cui non si è parlato oggi. On n'en a pas parlé aujourd'hui. C'est une autre thématique. Il fatto di decorare, cioè di sovrapporre alla pelle delle cose, les choses, un segno de donner un signe calligraphique, è un aumento di messaggio, une augmentation che, come dice Gaetano Pesce, dare messaggio. Ecco, il messaggio si dà anche attraverso la decorazione. La aussi par le biais de la décoration, qui était née dans la préhistoire et même dans les cavernes, peut-être avant même de l'architecture. Voilà. Je voudrais poser la question à M. Gaetano Pesce. Est-ce que vous pensez que le design radical, s'est éteint dans les années 90, ou est-ce qu'il a encore quelques traces dans le design d'aujourd'hui? Là, c'est un protagoniste de ça, donc il faut demander à lui. Je ne sais, parce que je ne sais pas s'il comprend le français ou non, c'est pour ça. Mais de toute façon, alors l'histoire, c'est que c'était pendant les années 70. Oui. C'était un mouvement de protestation sans proposition. Voilà, lui, alors maintenant, il me lance une chaise sur la tête. Mais en effet, moi, je pense que c'était seulement dire la crise existe. Voilà. En effet, alors là, je raconte une histoire. Oui, alors, le design radical avait fait une protestation sans proposer. Et c'est pour ça que Casabella a réuni tous les soi-disant contestateurs du mouvement moderne, les radicaux, dans la couverture. Ah oui, une école, un groupe. Et après, dans la deuxième page, il y avait la silhouette de chacun avec les noms, un numéro et les noms de tous.
Alors il disait que moi j'avais le numéro 27, moi je n'étais pas là. Je n'étais pas dans la photo. Parce que j'ai considéré que la protestation, c'est utile, mais ce n'est pas tout. Il faut proposer. Et donc j'ai trouvé que les mouvements radicaux manquaient d'une proposition forte. Il faut inventer la cafetière. Mais Louis de Naples, comment il s'appelle, Louis de Naples? Dali. Dali qui fait plein de cafetières, mais sont des caricatures de la vraie cafetière qui reste dialetti. Alors nous, on a besoin d'une cafetière de demain qui montre que ce qu'il y a derrière nous, c'est vraiment le passé. Et en effet, ce que les radicaux ont fait, selon moi, a permis cet académisme qu'il y a dans l'architecture et dans le design qui continue à répéter jusqu'à l'infini des choses qui sont vraiment obsolètes. Voilà. La pensée de Mendini sur la question. Sono d'accordo. Mais je suis d'accord. Pour une fois, on est d'accord. Mais c'est que c'est formidable, et moi j'aime beaucoup ça, c'est que là, on a commencé l'Italie. On est différents. Et là, avec Alessandro, on est deux entités différentes. Et en Italie, il y en a 300, 2000. Et c'est la beauté de cette dialectique qui c'est comme une chose qui... Les atomes qui sont chauffés, ils se bougent, après ils sont réchauffés et ils bougent encore, etc. C'est la vitalité. Voilà. Et je crois que certains disent la crise. Il n'y en a pas de crise. La crise, c'est qu'inventer, innover, c'est très difficile, ça prend des décennies. Mais là, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais de toute façon, je suis très content de vous montrer qu'on a deux positions différentes et que c'est la qualité de notre époque. La diversité. La diversité, c'est un trésor. On ne peut pas... heureusement, certains qui nous ont voulu planifier, ils ont fait faillite. Heureusement. Et on a pu garder notre façon de penser, être, orgueilleux de penser différent. On est libre de penser non politiquement correct. Ça, c'est très important, parce que le conformisme, c'est le pire des choses. Conformisme, je ne sais même pas si les animaux sont conformistes, mais sûrement pas les humains. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Il y a d'autres choses? Autre question? Oui? Non? Je vous remercie. Ah non, voilà, encore une question là. Je pense que nous faisons plus tard. Bonsoir, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, selon vous, des créateurs, designers qui ne sont pas cosmétiques, en Italie en particulier, s'il vous plaît? Qui ne font pas Qui ne sont pas cosmétiques. Cosmétiques? Oui. Qui ne sont pas cosmétiques. Qui ne sont pas cosmétiques. Non, ben, là, il y a Alessandro, par exemple. Après, il y a un type qui fait les flammes qui bougent avec les ventilateurs. Oui, Denis Santachiara. Denis Santachiara. C'est un personnage intéressant. Mais ils sont vieux. Qu'est-ce que vous voulez, des jeunes? Oui, c'est ça. Oui, oui, ce n'est pas... Voilà. No, credo che parlare dei designer Je pense que parler de designers jeunes, c'est très complexe. Secondo me, à mon avis, hanno lo stesso difetto ils ont le même défaut des architectes o degli archistar, cioè quello di ou des archistars, des archistars, c'est-à-dire de faire un travail. Prima parlavo di inutilità. Tout à l'heure, je parlais de inutilité, tu te rappelles? Et en fait, le perfectionnement architectural inutile, dans une façon erronée. Allora, i giovani oggi, les jeunes, bien souvent aujourd'hui, démontrent des petits thèmes che sono privi di ossigeno, privi di possibile apertura. Dépourvus d'oxygène et d'ouverture. La radicalité che c'era una volta, le radicalisme d'antan,
n'amenait à rien, mais qui était une protestation, était un acte réel de protestation, et en fait même politique. Donc du coup, maintenant, j'espère, j'ai la sensation du moins qu'il faut revenir, on va revenir à un autre moment de radicalité, de radicalisme. Et cette façon de projeter aussi très raffinée, puisque nous avons des designers excellents. Et ça manque comment dirais-je, d'objectif. C'est une coquille fermée, hein, si je puis dire. Merci. Je pense que je pense que c'est terminé. Merci beaucoup. Bonne soirée.